Bonjour à tous les amis, alors écoutez, je vous emmène avec moi cette semaine pour avoir plusieurs réflexions. La première réflexion, ce sera sur le travail du sol. On va revenir au travail du sol par séquence et je vais vous expliquer pourquoi, au regard de l'évolution du climat, mais aussi de l'humectation de nos sols, c'est très important. Dans un second temps, je vous invite à une réflexion sur les assurances aléas climatiques et comme le disait un grand philosophe, Gregory House, il semblerait que tout le monde ment. Alors justement, on va vérifier ça ensemble et réfléchir s'il y a bien de l'avenir par rapport à ces assurances aléas climatiques. Et pour terminer, on fera la récolte des derniers champs d'orge de printemps avec un bilan un petit peu plus mitigé forcément de cette moisson 2024 avant de se projeter justement pour un petit peu de détente et de repos. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on espérera jusqu'à la fin de semaine. Alors si ça vous intéresse les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi et en route pour cette petite semaine tous ensemble. Alors on est le dimanche 4 août les amis, je vous fais un petit bref résumé de la situation. Donc on a pris comme vous le savez un peu plus de 30 mm, donc ça nous a arrêté dans les travaux du sol au moins hier, hein, c'est clair, et vendredi. Donc là aujourd'hui l'idée c'était pas de travailler, c'était d'aller faire un petit tour en moto cet après-midi avec ma chérie. Mais devant ce temps automnal du mois d'octobre, il a bruiné ce matin. Ça nous a coupé un peu l'envie pour être franc et puis il y a du boulot et je vous avoue que je me sens un peu coincé, je ne sais pas vous. Mais voilà, grande colza à faire, environ 70 hectares, encore 14 hectares d'orge de printemps à récolter. On envisage la tâche que ça va demander et puis le temps aussi, hein, il faut du temps aussi pour que le sol fasse son travail entre les deux. Donc ça va vite nous amener en gros à la fin août où on sèmera nos colzas je pense, sans avoir pris vraiment de pause et puis on reprend des réunions au mois de septembre avec nos partenaires. Enfin bon bref, peut-être au milieu de septembre, on recule l'échappatoire, la vraie coupure, l'aération d'esprit parce qu'elle est nécessaire. Je pense que vous vivez tous la même chose. Alors bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre hein, parce qu'il manquerait plus que ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu un sentiment de se sentir piégé qui n'aide pas à voir les choses voilà, du bon côté. Donc moi, j'aime pas trop être comme ça. Donc du coup, je vais aller m'avancer un petit peu cet après-midi. Je vais nettoyer mon tracteur extérieur, mais surtout intérieur. Hein, un bon coup d'aspirateur, etc. Parce qu'après, il va partir en travaux du sol pendant 200 heures, je pense, à peu près. J'en sais rien, 150 toujours. Donc on va aller accrocher ça, ensuite le déchaumeur. Et puis là, il est 10 heures. Et puis cet après-midi, on va aller gratter une partie des 18 hectares qu'il me reste pour demain basculer sur l'autre ferme. Voilà, vous savez tout. Et me dites pas, mais pourquoi tu nettoies ton tracteur? C'est comme ça, je suis soigneux, j'aime bien travailler dans une ambiance clean. Ça me met l'esprit clean aussi. Et ça, c'est très important. Et ça va me prendre, allez, une petite demi-heure. Hein, c'est bien ça, non? Allez, on y va. Pour un dimanche matin. Bon, et bien ça y est, c'est fini pour cet après-midi. Et demain, si tout va bien, je bascule sur l'autre ferme. Comme c'est dimanche, on va aller se boire un petit apéro, je sais pas ce que vous en pensez. Il est 18h30, on l'a bien mérité. Merde alors, c'est les vacances. Alors je suis arrivé sur la deuxième ferme, dans les parcelles qui était en escourgeon et en blé. Donc là ça fait du bon travail, mais j'ai le sentiment qu'il n'a pas plu ici comme il avait plu à la ferme principale. Donc voilà, donc on va faire que ces champs de paille car les champs de colza ça a bien repoussé et je vais plutôt faire une gestion chimique. Ici si ça s'oriente au sec, voilà, et puis je vais avoir du mal sans doute à travailler tout de suite, donc on va laisser le couvert restituer une partie de l'eau qu'il a prélevée au sol et ça se travaillera bien mieux fin août. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, et puis j'ai vu donc le champ d'orge de printemps est sur cette partie du site et elle semble mûre. Donc demain on va couper ça pour pas que ça finisse par terre. Même s'ils annoncent une belle semaine, on ne sait jamais. Car avec les chaleurs, ça peut vite tourner à l'orage.
Voilà, et puis constat que les raigras que j'avais broyés, les petites plaques de raigras dans les champs de paille, eh bien ils sont déjà repartis, c'est incroyable, en même pas 15 jours. Donc il était temps que je revienne. Voilà, alors on va faire ça aujourd'hui. Bon, eh bien on passe devant les maïs, je repars à la ferme principale pour chercher la remorque, pour la ramener demain et faire les orges de printemps. Donc là vous avez ici une tentative d'un de nos partenaires de double culture, derrière escourgeon. Alors pour l'instant l'année se passe idéalement pour ce beau maïs. Alors on est fin juillet, hein, on est le 28 juillet. On voit le maïs à côté de notre partenaire aussi qui est magnifique. Donc une tentative. Est-ce que ce sera l'agriculture de demain? Jamais laisser de repos et acheter des semences, des engrais, des désherbants pour faire des produits qui ne sont pas rémunérateurs au final. C'est la grande question. Est-ce que ça va être ça la solution pour y parvenir? La double culture, tout un programme. Derrière tout ça, on a même les biocarburants pour continuer de voler avec des avions verts, durables, avec de l'argent européen, pendant que les agriculteurs continueront d'acheter du GNR. Voilà, c'était juste encore un exemple de notre beau contexte agricole et d'une belle initiative d'un partenaire qui essaye toujours de se projeter vers l'avenir et de tenter des choses. La recherche et développement, ça devrait être au moins 10% de notre ferme, mais pour ça, il faut avoir les reins solides, car au final, nos instituts et autres ne nous apportent pas grande réponse pour notre avenir, à part des applications ou je ne sais quoi. Mais je plaisante. Alors le mardi 6 août, il est 7 h et je pars avec la remorque sur la deuxième ferme pour essayer de faire les orges de printemps aujourd'hui, qui sont cette fois bien mûres. Alors je me fais plus d'illusions, hein, vous inquiétez pas. J'ai pu aussi constater hier, et vous l'avez vu, que je ne peux pas intervenir dans toutes les parcelles qui ont déjà pas pris de pluie comme nous on a pris ici. Ah oui, c'est la grosse surprise, habituellement on a à peu près la même chose. Donc ça va être gestion chimique pour ce qui est derrière les colzas. Et puis pour ce qui est derrière les orges de printemps qui vont être faites et celles qui ont déjà été faites, ça va être un passage de micro-fissuration par séquence comme l'année dernière, refermé par un passage d'outil à disque. Et le champ sera prêt. Alors comme c'est des cailloux, je ne sais pas si je roulerai forcément, on verra. Et puis pour les autres parcelles, j'attends car je suis pas encore prêt à faire du colza. Et essayer peut-être dans la semaine prochaine de prendre 3-4 jours, parce que pour être franc, je suis un peu usé, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Voilà, on a beaucoup de pression, je trouve, indirectement, directement, je ne sais pas. Les charrues sont de sortie, les herses rotatives aussi, les rouleaux, donc c'est fin de chez fin, voilà, comme toujours. Donc ça aussi, ça finit par s'ajouter à ma petite déprime, parce qu'en fait, je vois que rien ne changera jamais. Faut se dépêcher, c'est la pression, mais justement on y reviendra sur cette notion de production qui finalement est le maître mot, hein, un peu obligé, et on finit par ne même plus s'en rendre compte, à essayer de se poser par rapport à la nature. Enfin bref, on se déconnecte, hein, j'ai beau le dire, mais c'est une réalité. Donc dans la série sur l'agriculture, je pense que ce sera important d'y revenir, et c'est en lien direct avec la lucidité qui était le deuxième facteur. Alors on parlera de ces deux facteurs justement. Alors cette fois, je vais me promener là-bas, hein, on va faire une petite route en tracteur. Allez, cette fois c'est parti, dernière ligne droite pour cette moisson 2024 avec le dernier champ d'orge de printemps. On espère terminer aujourd'hui, si tout va bien, avec une belle chaleur, un temps de moisson. On arrive à la fin et on en a un maintenant. Allez, en route! Alors première trémie, bon visiblement c'est moins bon hein, déjà, mais bon j'ai fait que la rive. Alors on va continuer à essayer de finir ça pour ce soir, ce serait bien. Allez on y va.
Une orge comme ça, on se dit forcément, elle est bonne. Elle a toujours été belle. Ça va cartonner. On va remplir les remorques. On n'aura plus de place, on va même en mettre à côté. Eh bien les amis, malheureusement, je crains que ça ne soit pas le cas. Alors on ne sera pas fâché de terminer cette moisson d'été 2024. Car il faut vraiment avaler beaucoup de choses. Alors j'en profite de cette petite pause pour revenir vers vous par rapport aux aléas climatiques, aux assurances aléas climatiques. J'ai déjà eu l'occasion de le faire dans plusieurs vidéos, parler de cette aberration du système qui n'est pas mutualisé entre tous les agriculteurs. Et évidemment, année après année, ce qui devait se passer est en train de se passer, c'est-à-dire que toutes les régions qui subissent de manière cyclique et régulière des aléas climatiques ont des moyennes sur 5 ans de plus en plus mauvaises. Et en fait, cette année, qui est une mauvaise année, presque aussi pire que 2016 en termes de volume, avec beaucoup plus de conséquences économiques, ça on en a déjà parlé, eh bien, les aléas ne déclenchent quasiment pas. Mon assureur m'expliquait que ceux qui déclenchent, c'est pour 3, 4, 5 quintaux l'hectare. Vous vous rendez compte? Je pense qu'une petite pause explicative s'impose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme toujours dans le monde agricole, nos mécanismes d'assurance aléas climatiques, c'est une usine à gaz de plus. Alors on va essayer de faire les choses simples. Je ne reviens pas dans le détail, on avait déjà fait une vidéo sur ces assurances aléas climatiques pour le détail. Mais là, les grandes lignes, c'est quoi? Une moyenne quinquennale pour définir un rendement assuré. Donc ça, c'est important. Cette moyenne quinquennale aujourd'hui doit être certifiée par le commissaire aux comptes, par le comptable. Enfin bon, on voit encore la confiance qui règne auprès des agriculteurs. Donc un rendement moyen sur 5 années, les 5 dernières années, on enlève la plus mauvaise, on enlève la meilleure. Donc ça fait une moyenne. Ça, c'est le rendement. C'est important de le dire puisque en fait, derrière, il n'y a pas de prix choisi par l'agriculteur pour se garantir un chiffre d'affaires hectare. Donc ça n'est pas une assurance chiffre d'affaires. Hein, c'est important, c'est une assurance, encore une fois, de production. Mais la production ne garantit pas un chiffre d'affaires suffisant. Et ça, c'est important de le dire. Donc, c'est pas une assurance chiffre d'affaires. Le troisième point, c'est que c'est une assurance qui est subventionnée. On a pris de l'argent auprès des agriculteurs pendant plusieurs années sur leurs ZPAC. C'est pour ça qu'elles ont diminué au niveau actuel, en partie. Hein, c'est une des raisons, parce qu'on a prélevé aussi pour un tas d'autres choses, dont on ne sait pas toujours d'ailleurs le pourquoi. Et donc, il y a eu une création d'un fonds. On a fait appel à des compagnies d'assurance qui ont souhaité ou pas d'ailleurs s'engager dans cette assurance aléa climatique. Et il y a un subventionnement annuel. Mais comme ça coûte de l'argent, on n'a pas rendu obligatoire l'assurance auprès de tous les agriculteurs, histoire de mutualiser le risque, comme toutes les autres assurances. Elles fonctionnent toutes comme ça, par un risque. Alors il y a des gens qui vont déclencher plus que d'autres, mais c'est ce qui fait aussi que ce système tient. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Résultat des courses, les cotisations d'assurance étant faites dans des régions qui ont des risques aléas climatiques, quand les autres ne s'assurent pas pour ce risque aléa climatique, eh bien finalement on se retrouve à déclencher souvent et donc à avoir une sinistrabilité importante et donc une rentabilité quasi inexistante pour les compagnies d'assurance. Certains ont même déjà jeté l'éponge en abandonnant les aléas climatiques, puisque pour beaucoup c'est même de la perte, et il faut le dire, c'est une réalité et c'est pas cette année qui va arranger les choses. Alors dans les régions qui déclenchent souvent, ce rendement moyen diminue année après année. Et du coup, la franchise de 25% qui a été mise sur ce rendement moyen avant de déclencher, vous vous rendez compte, 25% de franchise, ça veut dire qu'en gros, c'est juste pour que l'agriculteur puisse payer tout ce qu'il doit, mais c'est pas pour que la survie de son entreprise. On s'en fiche complètement. 25%, c'est énorme. D'ailleurs, je pense même qu'au départ, il pensait ne jamais déclencher, pour être franc. Et c'est pas ce qui s'est produit. Donc là, cette année, je le disais, il y a des très petits déclenchements. Pourquoi? Et pourtant avec une récolte mauvaise, on parle de la plus mauvaise depuis 40 ans, etc. Eh bien pourquoi? Parce que les rendements moyens sont tellement bas que pour faire 25% avec 5 tonnes de rendement cette année, eh bien il faut être à moins de 65 quintaux, à moins de 6 tonnes et demie l'hectare de rendement moyen sur ces 5 années. C'est ça la réalité. Alors j'en arrive à la phrase d'un grand philosophe qui s'appelait Gregory House et qui disait « Tout le monde ment ». Eh bien, cette année nous apporte la preuve que beaucoup d'agriculteurs mentent, et ce depuis des années. On en parlait un petit peu dans la vidéo dédiée à l'agriculture un monde à part, se mentir comme ça sur ses rendements. Voilà, c'est ça la réalité, car beaucoup d'agriculteurs finalement déclenchent. Ça veut dire qu'ils ont des moyennes quinquennales qui sont pas élevées.
Alors, ils mentent de deux façons, sur leur moyenne quinquennale, mais aussi sur les rendements qu'ils font cette année, en annonçant des chiffres qui ne devraient pas les faire déclencher. Et pourtant, ils déclenchent. Donc voilà, donc c'est une réflexion qu'on doit avoir quand même. Et comme je vous le disais, les assurances aujourd'hui annoncent qu'ils déclenchent finalement très très peu. Et donc, la moyenne de cette année va venir s'ajouter pour faire la moyenne quinquennale du futur, même si, admettons, c'est la plus mauvaise, elle sera enlevée. Mais ça fait qu'en fait, ce risque-là est de moins en moins couvert. D'autant que le prix de vente de ce rendement moyen est un prix imposé. Sinon, il faut vendre 100% de sa camelote au prix que l'on décide nous. Et ça, c'est jamais possible. Il n'y a aucun agriculteur qui vend 100% de sa récolte puisqu'il a l'inconnu du rendement qu'il va faire. Voilà les amis, vous en savez un peu plus sur cette assurance aléa climatique et pourquoi, avant même de commencer, elle était morte et pourquoi, là, cette fois, elle est bien en train de mourir complètement et il faudrait, je pense, pas bien calculer pour continuer de souscrire à ce type d'aléa puisqu'on ne déclenchera plus tout en payant une prime qui n'a fait que d'augmenter, je vous le disais. Et donc ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que certains vont s'assurer maintenant cette année en se disant « Ah oui, il y a vraiment un risque », mais en fait, ils vont aller vers une inconnue où ils vont être de moins en moins couverts, pourtant en payant de plus en plus. Donc je pense qu'il va falloir nous-mêmes revenir à cette capitalisation, mais pour ça, il faut dégager du résultat. Voilà, allez, on continue. Donc en fait, aucune couverture, aucun effet bénéfique. Par contre, ce qui est en train de se passer, bien évidemment, c'est pour ça que nous, on a dénoncé notre contrat pour l'année prochaine. On a de toute façon des moyennes en chute libre. On a des cotisations qui ne font que d'augmenter. On est passé de 6 000 € pour 100 hectares à 8 000 €, 10 000 € et quasiment 11 500 € cette année. Évidemment, vous allez me dire, ça dépend des cultures que vous assurez, etc. Mais avec des rendements moyens qui chutent, on assure donc de moins en moins de capital en réalité. Et pourtant, nos cotisations ne font qu'en augmenter. D'où les contrôles, d'où la pression administrative sur ces assurances, avec en plus les politiques, la bouche en cœur, qui croient et qui rendent vraiment un vrai service. Donc de toute façon, ne vous leurrez pas. D'année en année, il y aura sans doute de plus en plus d'aléas climatiques, c'est pas moi qui le dis. Par contre, pour ce qui est de la couverture réelle de ça, c'est un risque inassurable. C'est un risque inassurable. Et d'ailleurs, les agriculteurs pouvaient se le financer seuls avant, lorsqu'ils gagnaient leur vie, lorsqu'il y avait de la rentabilité. Il n'aurait pas fallu qu'ils s'en enchaînent tous les 2 ans, ce qui est un peu notre cas dans nos régions intermédiaires. Par contre, si les politiques et l'Europe en elle-même ne met pas d'argent dans la protection de ces agriculteurs au niveau climatique, c'est mort d'avance. Toutes les paroles du monde, même nationales, de tous les politiques qui ne savent pas de quoi ils parlent, en réalité, voilà. Alors, en Eure-et-Loire, il y a eu une réunion du ministre de l'Agriculture avec la FNSEA, etc. Tout le monde était réuni. Alors évidemment, c'est pas dans l'Eure-et-Loire qu'il y a les plus gros cartons, mais c'est vrai que c'est pas des régions qui ont l'habitude de ça. Alors évidemment, il y a eu branle-bas de combat et puis la discussion, elle a été évidemment sur le déclenchement d'aide. Voilà, alors on se presse pas trop, le ministre a dit oui, on va voir ça à l'automne, etc. Donc encore une fois, grosse déconnexion. Aucun agriculteur présent dans ce que j'ai pu voir, en tout cas ou lire, n'a exprimé la réalité. Une moisson mauvaise, je l'ai déjà dit, ça peut arriver, mais c'est pas ça le fond du problème. C'est nos rentabilités, c'est la spéculation qu'il y a autour des matières agricoles et la spéculation qu'il y a autour des intrants et des machines, etc. Pour reparler de mon assureur, il me disait encore tout à l'heure qu'à l'échelle où ça va au niveau assurance du matériel, ils ne pourront plus suivre. Ils sont déjà en déficit au regard des coûts des pièces et du matériel. Lorsqu'il y a un sinistre, l'assureur, il perd de l'argent, donc il ne va pas en perdre longtemps. Les cotisations vont exploser. Encore une fois, des charges, ce qu'on discutait déjà dans une vidéo dédiée sur ce sujet. Alors, vous voyez les aléas climatiques, où est passé l'argent européen lorsque nous avions 440 € de l'hectare d'aide de la politique agricole commune en 1992. En 1995, lorsque je me suis installé, c'était ce montant-là. Et qu'on voit aujourd'hui qu'on est à 200, 220 €. Où est passé l'argent? Il y a toujours la même surface agricole, plutôt moins que plus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On a du mal à comprendre. Les volumes, c'est la même chose. Les volumes produits, les volumes achetés en termes d'engrais, etc. C'est sans doute moins déjà que dans les années 80 en termes de volume d'engrais. En termes de production, je pense qu'on arrive tout juste à ce que faisaient les agriculteurs dans les années 80. Et pourtant, il y a pénurie de tout, il y a désorganisation de tout, des semences, de tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est évidemment la conséquence de la pressurisation, de la volonté du fric, toujours plus de fric, des grosses structures, des charges qu'ils ont aussi improductives sans aucun doute, les homologations, les frais de dossier, les normes, etc. Tout ça, c'est qui le paye? C'est celui qui est en bas de la chaîne, bien évidemment. Et nous, on est presque content de dire qu'on marche dans le cinéma, dans le circuit, avec notre traçabilité, etc. Pour quel gain, les amis?
Enfin voilà, c'était une petite parenthèse, je ne sais pas si je vous la mettrai, mais je pense que c'est quand même important des fois de se poser et de se dire mais bon sang de bonsoir. Alors vous allez me dire quelle est la solution? Eh bien la solution c'est l'autoprotection de l'agriculteur. Il faut que fiscalement il y ait un vrai changement profond. Il faut qu'il y ait des prix rémunérateurs, parce que s'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de MSA, il n'y a pas de tout ça, hein. C'est toujours pareil. J'entends beaucoup de monde parler, si il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de gain d'argent, il n'y a pas trop de problématiques vis-à-vis de la MSA ou vis-à-vis des impôts, hein. En général, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc qui dit pas de cotisation, dit encore moins de retraite que ce qu'elle est aujourd'hui, etc. C'est un vaste sujet, vous croyez pas? Donc aujourd'hui, c'est déjà par la rentabilité des fermes qu'on peut se protéger. Et en plus, la vraie différence aussi, c'est quand il y a un problème d'aléa dans un pays, les prix doivent forcément évoluer. C'est une obligation. On peut pas être à un prix mondial que quand ça nous arrange, en fin de compte. Et c'est le cas. C'est quand ça nous arrange. Et ça va pas du tout. C'est toujours quand c'est moins cher, mais pas dans l'autre sens. Alors voilà, donc c'était une réflexion comme ça, presque à la fin de la moisson 2024. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors comme c'est la dernière batteuse, on en profite qu'on est au champ pour utiliser le souffleur et bien nettoyer le maximum de l'extérieur, les côtés de coupe, décrocher la coupe sans qu'il y ait plus de paille de grains dessus. Et puis ça se fait au champ, donc c'est pas plus mal. Parce que reporter à plus tard, au moins ça c'est fait. Et ça c'est une super astuce que m'avait donné un ami qui s'appelle François. Merci François, super idée. Mercredi 7 août les amis. Alors on a chargé le cheval avec une masse à l'avant, une masse à l'arrière. On lui a mis l'outil à dents et on est parti pour la deuxième ferme puisqu'on a terminé les orges de printemps hier après-midi. On a rapatrié la batteuse, on a rapatrié ce tracteur là avec une remorque. Je monte là-bas et je vais ramener l'autre tracteur avec l'autre remorque pour accrocher le pulvérisateur et pour aller désherber l'ensemble de mes parcelles qui étaient en colza là-bas sur la deuxième ferme, parce que je veux pas les travailler tout de suite et surtout je ne peux pas encore le faire et je ne souhaite pas le faire tout de suite. Et puis ça va me permettre, je pense, la semaine prochaine de prendre un petit peu de temps, mais je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Alors je suis arrivé sur la deuxième ferme et je vais passer donc l'outil en micro-fissuration, notamment dans une partie de cailloux où j'ai fait avec mon outil à disque la majorité de la parcelle qui est en limon, mais dans la partie caillou je trouvais que ça rentrait pas beaucoup et que ça allait abîmer et user mes disques pour pas grand chose. Donc là il reste 1 hectare et je vais les faire avec cet outil là pour nettoyer ce bon cendré gras qui va refaire à nouveau des épis. Donc là ce sera terminé pour lui et ça va me laisser au moins une quinzaine de jours de tranquillité, comme sur la ferme principale où l'ensemble des sols sont propres. Il n'y a que des repousses de colza ou qui commencent à arriver de graminées, hein, donc de repousses de céréales, qui ont déjà germé sous le mulch, hein, c'est ce qui fait que c'est propre finalement. Et on va faire la même chose ici. Alors là, il n'y a que 40 hectares d'orge de printemps qui restent à faire et les champs de colza. Les champs de colza vont être désherbés chimiquement quand les parcelles d'orge de printemps vont pour l'instant ne pas être touchées, car je vais faire une séquence fissuration, travail de lit de semence pour faire les colzas. Donc je n'ai pas besoin de le faire longtemps à l'avance. La paille va mûrir pendant ce temps-là puisqu'on a terminé la moisson hier soir. Voilà une stratégie qui évolue en fonction de l'humectation du sol et ça c'est important. Là on revient à un travail par séquence puisqu'on n'a plus besoin de faire sécher un petit peu par des sols qui étaient évidemment très humides et certains d'entre vous sont encore dans cette configuration d'humidité, donc il faudra aussi procéder progressivement. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Alors on est mercredi en fin d'après-midi et là je suis carrément en train de changer de dossier puisque il y a énormément de vent. Certains collègues sont déjà noyés dans la poussière. Et oui, la terre fine et tout, toujours le même tout team. Donc moi, les 40 hectares d'orge de printemps, comme je vous disais, je ne vais pas y toucher. Ils sont sous le mulch de paille. On va laisser vieillir la paille pendant 8-10 jours, ça tombe bien. Et quand on reviendra, on fera une seule séquence. Fissuration, lit de semences, et ce sera prêt pour faire les colzas une semaine plus tard environ. Le temps de faire l'ensemble de la surface pour les colzas. Alors du coup, là, je suis en train de commencer à passer en mode un petit peu détente, pas complètement mais déjà un peu, et je suis en train de préparer ma tente de toit. Vous voyez, les outils agricoles ça sert pour la monter sur le véhicule. J'ai aussi adapté un haut-vent, j'avais cogité ça pendant 2 ans et tout, donc là j'avais toutes les pièces et tout, donc j'ai fait ça cet après-midi, installer une réglette pour fixer un haut-vent sur ma remorque fourgon de moto que vous avez déjà aperçu il y a 1 an environ,
quand je vous ai emmené avec moi à Moto Légende. Alors vous voyez, on va emmener une moto, on aura de quoi loger en seigneur. Je vous ferai peut-être une petite image de ça malgré tout, parce que ça peut donner des idées à certains d'entre vous. Après tout, faut y penser un peu, on n'a qu'une seule vie, surtout quand on voit tout ce qui peut se passer chez les uns, chez les autres. Donc voilà, donc vous allez voir, ça fait un super ensemble. Donc là, je suis en train de peaufiner ça, les barres de toit, etc. Et le chargeur, eh bien, c'est impeccable pour ça. Voilà, et puis demain, je finis de la réparation de mon pulvé qui n'était pas complètement terminée. J'attendais les pièces, là, vous savez, les petites vis, là. Donc je remonte ça demain matin, j'emmène le pulvé là-bas. Et vendredi matin, à la première heure, je traite l'ensemble de mes colzas. Et je partirai, normalement, l'esprit serein, avec des champs propres à mon retour. Nickel! Jeudi 8 août les amis, alors depuis ce matin c'est nettoyage des bâtiments, rangement, faire ce que on prend pas souvent le temps de faire, il faut le reconnaître. Et puis une révision encore plus approfondie de mon pulvé dans le détail, prise de pression, rinçage, plusieurs rinçages d'affilée, je laisse agir les produits, enfin vous connaissez ça, démontage des anti-gouttes, démontage de toutes les buses, je les laisse tremper dans un seau avec quelques adjuvants pendant plusieurs heures, je les souffle, ensuite je remonte tout ça, je fais tourner ça à vide bien sûr sans les buses, pour bien rincer tout ça et être prêt pour la nouvelle saison, car j'ai eu plusieurs devis de pulvérisateurs, chaque année j'en fais faire, mais non, ça va pas être cette année. Donc voilà, 13 ans, et ben, il va refaire une année, c'est pas bien grave, il a tout pour faire. Il est entretenu régulièrement et ça devrait bien se passer. Alors vous dire aussi qu'au niveau des travaux du sol, ben moi j'ai tout stoppé pour le moment, puisqu'en fait il me reste 40 hectares d'orge de printemps, comme je vous le disais, où je vais travailler par séquence, une fissuration refermée tout de suite par un passage d'outils pour faire un lit de semences prêt pour les colzas. Et ce sera au moment des semis de colza, sans doute pas avant. Je pense que la terre est bien mieux protégée par le mulch aujourd'hui, surtout qu'on a récolté assez tardivement. Ici, l'ensemble des parcelles travaillées ne se ressalit pas, c'est impeccable. Il y a une harmonie du colza qui lève gentiment, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes. En céréales, il n'y a quasiment pas de relevé. Donc ça reste comme ça à travailler gentiment, au repos, et c'est pas plus mal. Et je ne participe pas à ce qui est en train de se faire, encore une fois, autour de nous pour certains agriculteurs, toujours sans doute le même pourcentage, qui est déjà parti à plein tube, terre fine, labour direct, rotatif, plusieurs passages dans la poussière, on les voit déjà plus. Quel paradoxe, après toute la pluie qu'on a eue il y a encore à peine une semaine, on se plaignait de ne pas pouvoir terminer cette moisson. Eh bien, j'ai pas vraiment envie de participer à tout ça et donc je vais me sauver bien loin de tout ça pendant 3-4 jours. À partir de lundi, je vais aller traverser les Alpes en moto, ça va me changer les idées, je vais prendre de la hauteur et je vais revenir en pleine forme avec le plus de recul possible sur tout ça. Et donc demain matin, je vais traiter mes champs de colza qui sont sur l'autre ferme pour faire ça nickel, que ça meure gentiment pendant mon absence et donc d'avoir l'ensemble de mes champs qui restent propres pendant que je serai parti. Et ça, je vous avoue que psychologiquement, c'était vraiment la dernière chose que je voulais faire avant de partir. Voilà, puis on va préparer ça un petit peu ce week-end, comme on a déjà commencé à le faire, vous avez vu hier. Alors écoutez, je ferai une conclusion demain matin, après avoir traité tout ça. Et puis je vous parlerai un petit peu de l'avenir, gentiment. C'est une période, j'espère, où vous commencez aussi à prendre un petit peu, pour ceux qui le peuvent, un petit peu de repos. Quelques jours, ça fait déjà du bien. Moi, j'ai pas mal de partenaires, ils me parlent de 3-4 jours par-ci, par-là. Je pense que c'est une sage décision. Allez, je continue, je finis mon dernier rinçage. Et comme ça, aux petits oignons pour demain. Vendredi 9 août, les amis. Alors, il est 4h30 du matin. L'idéal, je vais charger mon pulvé et direction la deuxième ferme pour essayer de faire mes 25 hectares, un petit peu plus, de colza. Et ça, ce sera une bonne chose de faite. On va en profiter. Il fait encore bien frais avec un petit peu de rosée. Nickel. Bon bah c'est parti. Impeccable, juste au lever du jour. Alors les amis, c'est sur ce magnifique lever de soleil que l'on va conclure cette semaine ensemble. Et on va aussi conclure cette vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je vais m'échapper 3-4 jours la semaine prochaine. Donc, je vais aller traverser les Alpes en moto avec ma chérie. Je pense que ça va nous faire du bien pendant 3-4 jours. On va revenir certainement jeudi dans ces eaux-là.
Alors l'idée c'était de terminer à peu près tout comme il fallait, ranger aussi les bâtiments, enfin bref, faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Et moi je m'aperçois, je sais pas vous, mais que d'année en année on a de moins en moins de temps pour faire l'essentiel, pour faire ce qui fait qu'on a une ferme qui tient la route, qu'on l'entretient, que tout ça, le matériel, etc. Et je trouve qu'on est tout le temps à courir partout. Alors, on se met sans doute beaucoup de pression, en tout cas autour de nous, on se la met tous ensemble parce qu'on voit des gens qui sont noyés dans la poussière, comme je le disais hier, en train de se précipiter à préparer leur terre, qui ne veulent pas être préparés comme ça, pas aussi violemment. Alors le dessous, comme d'habitude, le dessus c'est magnifique. Alors peut-être veulent-ils aussi prendre quelques jours de vacances, et ça je peux le comprendre, mais est-ce que c'est judicieux finalement de tout préparer et de revenir semer que dans 15 jours ou 3 semaines? Est-ce que finalement ça a du sens pour le sol? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt le laisser tranquillement s'assainir, puisque certains commencent déjà à dire qu'il ne va peut-être plus pleuvoir pendant 6 mois, bref, que du positif toujours. Donc écoutez, moi en tout cas je vais aller prendre l'air, j'ai fait mon maximum pour bien faire les choses, je constate les difficultés à venir, je trouve que les champs se salissent très vite partout, dit qu'on les a pas travaillés, notamment ces champs de colza, vous avez pu voir ce matin, moi jamais j'ai vu ça, hein, un salissement pareil, donc évidemment, année humide sans doute, alors la gestion chimique nous aide bien, mais dans l'avenir, comment ça va se passer? C'est toutes ces questions-là, j'ai vu arriver des antrix par exemple, on n'a jamais eu ça dans nos régions, et bien d'où viennent-elles? C'est plutôt sur tout ça qu'il faudrait travailler, essayer de comprendre les choses, mais je pense qu'on en est bien loin puisqu'il n'y a pas la volonté visiblement de se connecter avec cette nature et d'essayer de comprendre ce qui nous entoure avec du recul, et on est plutôt dans le mode qui nous a été imposé avec les années, le mode de production. Alors écoutez les amis, j'en reste là, on y reviendra d'ailleurs dans le suivi des vidéos. L'agriculture, comme on avait déjà fait une vidéo d'introduction, on parlera justement de la production, on parlera aussi de la lucidité, hein, les deux premiers points que je voudrais aborder dans cette vidéo consacrée au sujet de l'agriculture, un monde à part. Et je pense bien qu'on est vraiment un monde à part, ne serait-ce que pour prendre un petit peu de vacances. Et donc voilà, on va essayer de respirer. Alors il y a encore des choses à faire avant de partir, puisqu'on part que lundi. Mais déjà, le plus gros effet, et notamment les champs sont propres, et ça c'est très important. Alors si cette vidéo vous a intéressé, bien entendu, je vous en remercie. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Continuez à me faire part de vos commentaires, de ce qui se passe chez vous. Et je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et je vous remercie, et je vous dis à bientôt, de retour motivé et en pleine forme. Et ai-je jamais été démotivé? Mais bien sûr que non. À bientôt les amis.